Alors je commence par quoi, les amis? Eh bien, je vais regarder ce que je vous ai trouvé. Voilà, j'avais eu peur de pas pouvoir mettre la main dessus. Qu'est-ce que c'est précisément? Eh bien, nous avons encore une énorme vague de cybercriminels, en tout cas d'escrocs, ça c'est certain, qui ont diffusé. Alors c'est simple, hein, dans ce cas-là, c'est quand même plus de 300 alertes qu'on a reçues à zatas.com et à veillezatas.com de gens qui ont reçu un courrier se faisant passer soit pour le ministère de l'écologie et de l'environnement français, ou alors carrément pour Enedis, Engie ou EDF. Donc bien sûr, comme à chaque fois, ça sent la grosse arnaque, et c'est une grosse arnaque, mais rappelez-le, les pirates et les escrocs ont une fâcheuse tendance d'être très bons maintenant dans ce qu'on va appeler la revue de presse, hein, et dans ce cas-là, eh bien, on vous propose de remplacer votre ancienne chaudière, votre ancien chauffage par une pompe à chaleur. Et donc là, les escrocs tentent de récupérer un maximum d'informations pouvant vous concerner, et par pitié, prévenez surtout les aînés, prévenez surtout toutes les personnes un petit peu plus fragiles. Hop, je regarde ici pour que vous puissiez voir et en profiter vraiment pleinement. Hop, pour qu'on ait toutes les pages, voilà. Et l'idée, c'est vraiment alerter-les, qu'ils ne répondent surtout pas au contenu. Parce que répondre à ce contenu, dites-vous qu'ils vont se faire piéger. Et les enfoirés qui sont en face, et pardon de ce terme, mais je vous rappelle que la cyberémission de Zatas est interdite aux moins de 18 ans, donc on peut lâcher des gros mots, pas trop quand même, parce que c'est pas trop classe, mais toujours est-il que en face, ils collectent énormément de données. Donc à la base, ils ont, allez, au moins l'adresse mail, grand maximum très certainement le numéro de téléphone, parce que tout ceci se collecte aujourd'hui, et ils font des combos d'informations pour pouvoir en collecter encore beaucoup plus. Et là, dans ce cas-là, eh bien, très clairement, hein, ils se font passer, eh bien, pour Total Energy, par exemple, ou pour d'autres sociétés. L'important, c'est de vous faire croire que vous allez profiter, eh bien, de quoi donc? Eh bien, là, comme vous pouvez le voir ici, hein, d'une prime d'État. Il existe effectivement des primes d'État en plus, attention, hein, il existe véritablement de la vérité dans leurs mensonges. C'est justement là où ils sont malheureusement très forts, c'est ce qu'on appelle dans le social engineering, eh bien, s'approprier le cerveau de l'adversaire. On leur fournit de vraies informations, donc même la base des internautes aujourd'hui vont regarder si ça existe vraiment, ces primes et autres. Et donc, s'ils voient qu'effectivement l'État propose certaines primes pour des pompes à chaleur, par exemple, ils pourraient potentiellement cliquer, et ils pourraient, ça malheureusement c'est sûr, tomber dans ce type de piège. Donc voilà, il est important de rappeler, il est important de préciser, hein, qu'aujourd'hui, ce genre d'arnaque, voilà, c'est par milliers. Mais plus on en parlera et plus on protégera les autres. Moi, j'en suis persuadé. Et donc, il est important de rappeler. Et je vous dis, on a reçu plus de 300 mails, hein, en quelques jours concernant, eh bien, ce type de fraude qui surfe sur l'actualité, hein, soyons très clairs, ils surfent sur une actualité, eh bien, qui parle d'énergie. On approche, nous, en tout cas en Europe, mais aussi en Amérique du Nord, eh bien, l'hiver arrive, le froid arrive, et cette guerre non, mais russo-ukrainienne va perturber cet hiver avec des problématiques énergétiques comme on en entend énormément parler. Et bref, les pirates surfent sur le sujet. Alors, parmi les autres actualités du soir, je vais vous parler justement, on parlait là d'énergie, et je vais vous parler d'une information complètement folle lue dans la presse belge. D'ailleurs, je vous le rappelle, hein, je vous mets le lien dans le chat sur Twitch, lien que vous retrouvez si vous regardez sur YouTube, là en bas dans l'ensemble des liens dédiés aux actualités et aux informations que je peux vous donner. Ça vous permet de pouvoir suivre l'actualité et de voir un petit peu, eh bien, cette information complètement folle. Je vais être très honnête avec vous. Quand vous regardez, ça a été diffusé dans Libre Echo, c'est en Belgique, La Libre plus exactement, plus dans énormément de presse locale. Que s'est-il passé? Eh bien, une centrale nucléaire à Tihange, alors plus exactement le réacteur de Tihange 3, a dû être arrêté. Alors d'abord par les automatismes et les mécanismes de sécurité, donc ça c'est particulièrement rassurant, mais surtout il s'avérerait potentiellement que tout ceci est à cause, eh bien, de quoi? D'ondes GSM. Alors, téléphone portable, on l'aura compris. Comment c'est possible? Eh bien, à première vue, les technologies encore embarquées dans ce genre de centrale, de réacteur, eh bien, a permis, eh bien, ce blocage. Et cette panne, ce qui est quand même problématique, à quelques jours, ou en tout cas, oui, à quelques jours des premiers grands froids, des premières frilosités de l'hiver, et donc les centrales nucléaires, qu'on le veuille ou non, vont fournir énormément d'énergie pour pouvoir chauffer, rien que déjà la base. C'est complètement fou. Alors, ce qui est très intéressant, je vous ai retrouvé cette image. Voici le flyer qui a été diffusé
au sein de cette centrale nucléaire de Tihange. Et quand vous regardez, qu'est-ce qu'il est marqué? GSM interdit dans les installations techniques. Et ce document qui a été fourni aux employés. Chers collègues, nous vous rappelons qu'il est strictement interdit d'avoir un GSM même éteint dans les locaux identifiés par le pictogramme suivant. Donc le pictogramme, Damien, t'as un problème, la température attaque, c'est bon, je suis bientôt mort. Eh bien voilà, hein, c'est clairement un sens interdit pour le téléphone portable, il est interdit de l'utiliser. Les ondes émises par le GSM peuvent générer des perturbations ayant vraisemblablement déclenché l'arrêt automatique de Tihange 3 le 3 octobre dernier. Si vous êtes d'astreinte, merci d'utiliser votre BIP. Nous insistons sur la responsabilité individuelle pour respecter et faire appliquer cette règle. Bref, quelqu'un est rentré dans la centrale pour aller bosser. Il avait très certainement un GSM qu'il n'a pas laissé dans son casier, qu'il n'a pas éteint, il n'a pas enlevé la batterie. Bref, ça a foutu un de ces bordels à première vue. Moi, je me dis que c'est pas du tout inquiétant. Pas du tout inquiétant, on a une petite centrale nucléaire, on a un petit téléphone portable, on a un petit Nokia dans lequel on veut jouer à Snake, eh ben à première vue, c'est plus possible. Alors, la suite, les amis, eh bien, on va aller faire un petit tour du côté des ransomware. Comme promis, j'ai donc un internaute, alors je viens de retrouver le papier devant mes yeux au moment où je lançais le jingle. C'est Ludovic, je vais donner vos pseudos, vos prénoms quand vous m'envoyez un mail. Je le demande, hein. J'ai envoyé un mail en disant est-ce que je peux te citer, parce que je trouve important les gens qui participent. Vous êtes magiques, franchement, c'est un pur bonheur de se retrouver tous les soirs. Bon, il y a déjà tous ceux sur le chat, hein, même tous ceux sur YouTube, mais par mail. Donc voilà, je demande, vous participez, vous êtes... peut-être là en live, mais donc Ludovic, merci d'abord à toi de m'avoir autorisé de donner ton prénom, ton pseudo, peu importe. Ludo m'a demandé, oui on est amis maintenant, je l'appelle Ludo, m'a demandé s'il était possible de montrer le lieu de vie, alors c'est pas vraiment le bon terme, mais en tout cas... l'espace numérique de Logbit 3.0. Alors Logbit 3.0, pour ceux qui ne savent pas qui sont ces terroristes 2.0, moi c'est le terme exact que j'utilise à leur rencontre, ce sont ces pirates informatiques qui ont attaqué, entre autres, Corbeil-Essonnes, l'hôpital français au mois d'août, mais depuis, ils sont quand même à plus de 500 autres cyberattaques. Une vingtaine de françaises, on a une dizaine de canadiennes, mais dans tous les cas, c'est partout sur la planète, on a eu du belge, du Luxembourg, etc., etc., et donc, il a demandé si je pouvais montrer à quoi ça ressemblait. Donc, écoutez, je vous ai fait une petite vidéo que je vous lance ici. Et comme ça, on peut la regarder ensemble. Alors là, d'abord, vous avez quoi? Eh bien, vous avez le logo de Logbit qui tourne. Déjà, il vous montre un petit peu les crypto-monnaies qu'il accepte. Et là, vous pouvez voir, c'est l'ensemble des sites qu'ils ont piratés depuis le mois d'août 2023. Parce que je vous rappelle que Logbit 3.0 est la nouvelle version. Alors, il y a eu Logbit 2.0, il y a eu Logbit de base... voilà, ça c'est la nouvelle version. Et donc, vous pouvez remarquer que ça c'est leur espace blog dans lequel ils diffusent toutes les sociétés qu'ils ont malmenées, maltraitées, dont ils ont tenté un rançonnage, et si les entreprises ne payent pas, et je le rappellerai encore une fois et encore une fois, d'ailleurs je vous invite à regarder le replay sur YouTube où j'explique que les sénateurs, ce qu'ils viennent de voter là est un pur suicide, mais ça c'est une autre histoire, hein, un pur suicide sur le fait qu'ils ont validé le fait que les assurances pourront rembourser potentiellement une entreprise qui a été rançonnée si cette dernière a payé des terroristes 2.0. Là, ce que je vous montre, c'est leur espace où ils expliquent, alors je vous ai tout traduit, hein, je vous explique en fait là, enfin c'est surtout eux qui expliquent qu'ils recrutent. Ils recrutent du monde, donc là, ils montrent très clairement que, il y a un pourcentage, ils vont pouvoir partager, par exemple 20% des sommes détournées, qu'ils recherchent des graphistes, des codeurs, qu'ils recherchent, des gens qui soient capables de faire le service après-vente. Donc bref, c'est devenu véritablement une entreprise de la malveillance. Moi, c'est un terme que j'utilise depuis, bientôt, je crois même que ça fait plus de 10 ans. Hein. C'est ce fameux marketing de la malveillance. Mais eux le maîtrisent. Là, vous le voyez, par exemple, le compte à rebours. Cette société, alieduac.com, au moment où je vous ai fait cette vidéo, il lui reste 6 jours avant que toutes ces données soient diffusées par ces pirates. Ils font ça, c'est l'art de la guerre, le livre, hein, c'est dans l'art de la guerre, ce bouquin il y a plus de 2000 ans. Là, tu sais, explique quand même que je tue une personne pour faire peur à 1000 autres. Là, que font-ils eux? Ils font peur à une entreprise en lui disant « T'as pas voulu payer, c'est pas grave, je diffuse tout ». Mais du coup, les autres vont avoir très peur et les autres vont vouloir payer. Donc voilà, c'est malheureusement impressionnant ce fonctionnement. Donc comme vous pouvez le voir, hein, ils ont vraiment tout un process terrible de menaces, de pages qui, qu'on le veuille ou non, n'est
pas dégueulasse, visuellement elle est pas dégueulasse. Là c'est leur moteur de recherche de toutes leurs victimes dans lequel il suffit d'aller chercher eh bien, la victime du moment, du jour, de la période. Là comme vous voyez je tape là par exemple .fr et il va me sortir toutes les entreprises françaises dont toutes les données sont en cours de diffusion. Alors, pour un petit calcul qu'on a pu faire de notre côté avec Zataz et le service Veillezataz, veillezataz.com, on est à plus de 110 millions eh bien, de fiches, de documents personnels, sensibles, volés par ces pirates et accessibles aujourd'hui par l'un des 43 blogs, espaces de communication, de diffusion malveillante que ces pirates ont mis en place. C'est complètement fou, je ne sais pas comment ils vont pouvoir être arrêtés, je n'ai aucun doute sur les compétences et les capacités de nos autorités à courir après et à essayer de leur péter les genoux. Je ne vous cache pas que pour le moment, ils font un massacre loin d'être négligeable, et le plus terrible, c'est qu'ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls. Logbit est certes le numéro 1, je n'aime pas utiliser ce terme, mais c'est celui qui fait le plus de dégâts. Mais on a des groupes comme Clop, on a des groupes comme Oignon, enfin il y en a... Pardon, le micro. J'étais en train de réfléchir tellement j'en ai en tête, et je ne veux pas citer tous, parce que tous ne sont pas obligatoirement connus publiquement. Mais voilà, ils sont numéro 1 par rapport à la force de frappe, mais je citais là à l'instant Clop. Clop, hier, un exemple, a diffusé plus de 30 entreprises impactées par leurs attaques avec la diffusion de données. Bref, on ne cessera de le dire, protégez-vous, protégez vos entreprises, écoutez quand on vous dit faites attention, mettez à jour, ça paraît indispensable, et surtout, n'ayez strictement aucune confiance en eux. Si jamais vous avez eu le malheur de vous faire infiltrer, exfiltrer et rançonner, ne payez pas. Vos données sont définitivement perdues. Allez, on continue les actualités. Elle n'était pas gaie celle-ci, mais bon, c'était voilà, Ludo m'a posé la question. Je trouvais intéressant effectivement d'aller montrer et de montrer clairement, concrètement, qu'en face, on a clairement affaire à des machines de guerre qui se sont transformées en marketing de la malveillance avec des capacités techniques, humaines, financières, n'en parlant pas. Et sont-ils étatiques derrière? On n'en sait rien. Peut-être. Peut-être, mais comme je vous l'ai expliqué, je vous laisse regarder les rediffs que vous trouverez sur YouTube. D'ailleurs, vous tapez .d'exclamation YouTube pour avoir l'adresse exacte. Je vous mets entre 3 et 5 vidéos par semaine. Et celles qui ont été mises aujourd'hui, par exemple, eh bien, c'est... parce que les sénateurs ont signé, hein, vous savez, cet amendement, cet article 4 plus exactement pour la loi sécurité intérieure. Les sénateurs ont signé, ont voté. Il reste aux députés maintenant de l'accepter ou non, mais donc dans cet article 4, c'est quand même permettre aux entreprises donc, de payer sciemment eh bien, un rançonneur, et s'ils ont une cyberassurance, l'assurance pourra les rembourser selon une certaine hauteur de versement d'argent, voilà, etc., etc. Petit détail, si on n'arrête pas de dire que Logbit, entre autres, est russe, donc on va payer des Russes. Je crois que c'est interdit. Hein, on est d'accord? Bref, à suivre. Alors, justement, à suivre, une autre actualité qui est complètement folle. On a 3 adolescents qui se sont dit dans la joie et la bonne humeur, et si on allait prendre la planète et les gens et les internautes pour des idiots. Je vous mets le lien donc sur Twitch, comme à chaque fois, dans le chat, ça vous permet de lire l'article, c'est le Parisien qui l'a proposé il y a quelques jours. Si tu es sur YouTube, eh bien, hop, tu as le lien là juste en dessous de la vidéo, et puis en même temps, clique sur un petit cœur, abonne-toi, et puis mets un petit message, ça fait plaisir. Arrête d'être un consommateur qui ne veut pas participer, c'est le mec qui est complètement révolutionnaire. Bah c'est vrai, on vous offre plein de choses gratuitement, et vous dites même pas si ça vous plaît. Ben merde. Bon, plus sérieusement, ces 3 adolescents des Yvelines, eh bien, ils ont quand même volé plus de 85 000 € en faisant quoi? Eh bien, tout simplement, ils ont alpagué leurs petits camarades sur les réseaux divers et variés, sur des forums et compagnie, en disant, ben voilà, on vous propose des codes pour gagner à quoi? À des jeux comme Call of Duty, à Fortnite et compagnie. Donc, bien sûr, je ne cesse de le dire, mais faites attention à vos enfants, faites attention à votre petit frère, à votre petite sœur. Ils peuvent être attirés par ce genre de choses. On est tellement dans un trip où aujourd'hui, si même dans un jeu tu montres pas que t'es bon, tu te sens amoindri par rapport aux autres. What the fuck, tu joues, tu t'amuses. Que tu perdes ou que tu gagnes, tu t'en fous. Amuse-toi. Arrête de penser que tu seras un génie parce que tu vas réussir à faire des kills, que tu vas peut-être ressembler à Gotaga ou à Show-H1. Ok? Ça, c'est du business, ces gens-là. Des professionnels du business et du jeu vidéo. Amusez-vous, faites-vous plaisir, mais le problème c'est que beaucoup tombent dans le piège, et tombent dans le piège de cette surenchère de je veux être le meilleur. Alors je ne vous parlerai même pas des outils pour tricher, des cracks et autres traîneurs, hein, je vous en ai parlé il n'y a pas plus tard que la semaine dernière,
avec tous ces mômes, mais aussi ces adultes qui se font infiltrer par des pirates informatiques avec un logiciel qu'ils pensaient leur permettre de gagner. Call of Duty, moi j'en suis un gros joueur, on n'a jamais vu autant de cheaters, hein, ces joueurs de merde qui pensent que en tuant tout ce qui bouge parce qu'ils trichent, ils sont des gens bien dans la vie. Ben non, t'as un gens seul à première vue, mais ça c'est qu'un détail. Toujours est-il que ces 3 adolescents ont fait croire bien que... ils allaient pouvoir gagner leurs petits camarades. Sauf qu'ils ont été super vicieux et ils ont quand même demandé, aux gamins de photographier la carte bancaire de papa-maman. Il y a quand même 31 victimes, il y a quand même 31 personnes qui ont envoyé les cartes bancaires des parents. 31 cartes, les mecs ont tiré quand même 85 000 €. Alors on se doute bien que ça ne pouvait pas durer et nos autorités sont suffisamment compétentes et fortes pour pouvoir les remonter en claquant du doigt. Mais je pense quand même qu'ils ont d'autres chats à fouetter, même si ça fait partie de leur travail aux autorités pour chasser ce type de pirates. On a des adolescents qui aujourd'hui vont avoir un petit casier judiciaire dans la joie et la bonne humeur et ça va être un peu compliqué on peut présumer pour ces passionnés d'informatique, et encore je suis même pas sûr, pour potentiellement vouloir travailler dans l'administration ou pouvoir même intégrer des écoles d'informatique, qui vont faire un petit regroupement et une demande de... est-ce que cet étudiant peut travailler dans la cybersécurité parce qu'il va peut-être faire un stage dans une entreprise qui demandera certaines compétences éthiques, ethniques et... n'importe quoi ethnique, éthique. Je réfléchissais sur l'aspect entreprise, etc., etc. Je vous dis, j'ai de la fièvre et je sens que ça monte. Toujours est-il que c'est complètement fou. Voilà, le type d'arnaque, pas besoin d'être un génie, juste un escroc. Et là, malheureusement, un escroc qui tombe sur des idiots, ça fait ce genre de problématique. Alors, rapidement, je vous explique. Cette conférence a été faite il y a quelques jours pour l'armée de l'air et de l'espace, pour des réservistes et pour des militaires. L'idée, ma conférence était dans un grand rendez-vous dédié cybersécurité, donc il y a eu des démonstrations, il y a eu des choses qu'on ne peut pas dire, et voilà. Donc c'était vraiment très très bien. Et j'ai eu une partie, une de mes parties était, de refaire un petit peu un récap, de 60 ans d'évolution. Donc là, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est 60 ans d'évolution et de la professionnalisation des pirates informatiques. Alors, j'ai voulu troller un tout petit peu avec, dans mon titre, une toute petite légende. Alors, c'est simple, c'est un député français qui, en 2002, que je rencontre dans un contexte professionnel, vous êtes au courant que la cybersécurité en parlait, ça fait quand même quelques décennies que votre serviteur en parle, et ce député m'a dit tout de go, « Tout ceci n'est que de la science-fiction, monsieur Bancal. Vous exagérez un petit peu. » À l'époque, non, c'était déjà ce qu'on vit aujourd'hui, sauf qu'à cette époque, très peu de gens le voyaient. Déjà, aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de professionnels qui ne voient rien, ou qui voient peu, mais trop tard. Imaginez déjà, vous, en 2002, la complexité de la chose. Et donc, ce que je vais vous proposer là maintenant, c'est de regarder un petit peu ces 60 ans d'évolution de la professionnalisation des pirates informatiques. Alors, ça va être en 4 parties. Première partie, les années 60, après on ira voir les années 90, les années 2000, et on finira par, là, en ce moment, ce qu'on vit avec ces pirates russes, ces pirates ukrainiens et les autres, avec un petit environnement de savoir si toutes les lignes ont changé. Alors d'abord, on va commencer avec les années 60-80. Moi, c'est ce que j'ai appelé l'époque des touches-à-tout. Alors là, on est dans une ambiance où tout le monde a les mains dans le cambouis, on ne sait pas trop ce qu'est l'informatique, en tout cas, on se rend compte que ce sont de sublissimes calculatrices, que l'histoire nous rappelle quand même qu'on a eu des grands informaticiens qui ont, par exemple, réussi à craquer pendant la guerre 39-45 des machines de déchiffrement. On peut parler d'Enigma, par exemple, mais il y a eu d'autres outils de chiffrement. Je parlerai, par exemple, des Américains, toujours dans cette même guerre, qui ont utilisé le langage Comanche pour pouvoir créer un langage de chiffrement totalement intraduisible par l'ennemi, parce que comme ce langage Comanche n'existait pas en écrit, n'était que imagé, un poisson d'argent, une truite était considéré comme un sous-marin dans le langage. Donc voilà, donc ce chiffrement, ces techniques existaient, donc les prémices de l'informatique véritablement commençaient à avoir un élément qui commençait véritablement à rentrer, pas dans le domaine public, pas encore à ces époques-là, mais en tout cas, clairement, la machine était lancée et l'avenir était à leur porte. Alors, 1962, c'est Alan Shear. Il a été le premier à attaquer le MIT, Massachusetts Institute of Technology. Lui, il volait des mots de passe. Voilà, il avait déjà compris qu'un mot de passe était un sésame et qu'un sésame, pour le voler, ça ouvrait des portes. 1969, l'ancêtre de l'intranet est lancé par l'armée.
l'armée américaine. Ça sort de terre, comme je l'ai appelé, l'ARPANET. Alors, dans ces périodes-là, commencent à apparaître des gens qui se sont rendus compte, parce qu'ils étaient mathématiciens, parce qu'ils étaient curieux, parce que c'était facile, ils ont commencé à réfléchir à des éléments complètement dingos, et on va prendre l'exemple très concret de John Draper, 1971, donc imaginez, ça fait déjà 51 ans qu'on parle de John Draper. C'est rien d'autre que Captain Crunch. La photo vient d'apparaître là. Il a inventé le fracking. Le fracking, c'est quoi? C'est le piratage téléphonique. Et là, la photo que vous avez, eh bien, c'est le paquet de cornflakes qui existe toujours, hein, Captain Crunch. Sauf que lui, en 1971, il trouve un sifflet dedans. Oh, ben, il se dit, tiens, si je sifflais dedans, et tiens, si j'utilisais ce sifflet dans un téléphone que j'utilise tous les jours, ce sifflet a produit un son qui, je pense, va vous rappeler quelque chose à l'oreille. 2006. Ce son, eh bien, permettait de commuter les téléphones. Il a inventé le piratage téléphonique. Ce son commutait les téléphones et il pouvait téléphoner sans payer. Et c'est de là où sont apparus les black box et tout type de box permettant de pirater un téléphone, en tout cas de jouer avec. Souvenez-vous, pour les plus anciens, mais je sais qu'il en existe encore de ce type de gadget, ces petits boîtiers où on le met sur un téléphone, il vous reproduit la tonalité d'un numéro de téléphone et vous n'avez pas besoin de taper pour que ça déclenche l'appel. Alors, on a aussi le premier virus, ça n'a pas encore ce nom-là, on en parle dans quelques instants, mais en tout cas, le virus Creeper, eh bien, il est détecté déjà par l'ARPANET, donc l'armée américaine. Tiens, premier virus, c'est Bob Thomas. Voilà, on commence à se rendre compte qu'il est possible potentiellement de perturber cette informatique qui est pourtant naissante à ce niveau-là. 1975, eh bien, il y a un petit bonhomme qui vient d'apparaître avec un de ses potes, hein, Paul Allen. Bah tiens, ils vont créer Microsoft. Alors, on ne parle pas de Windows pour le moment, on parle vraiment de Microsoft. Un an plus tard, création d'Apple. Et on a en même temps, dans cette même époque, Richard Stallman. Je pense que vous savez tous qui il est, ce petit bonhomme. Linux, hein, on ne peut pas passer à côté, ça paraît évident. La France, 1978, a été l'un des premiers pays à comprendre, à réfléchir, à se dire il nous faut des lois, il nous faut une loi pour sécuriser toutes les données qui commencent à transiter par ces systèmes informatiques. Et à l'époque, le Minitel était l'avenir de l'informatique, était l'avenir de la télématique, était l'avenir du monde. Ça n'a pas duré bien longtemps, mais en tout cas, il y avait cette véritable progression et ces véritables inventions. Et 1978, loi informatique et des libertés, avec une petite faute, lancée par qui? Par Madame Lacnil, la Commission nationale informatique et des libertés, la même qu'on connaît aujourd'hui. Alors, dans ce petit monde, eh bien, continue à évoluer. Alors, Kevin Mitnick, ça y est, il apparaît. Alors, pourquoi je dis ça y est? Parce que Kevin Mitnick est devenu une légende des pirates informatiques. Hein. Il s'appelait à l'époque le Condor, en un seul mot. Aujourd'hui, il a une société de cybersécurité. Il fait énormément de conférences, d'ateliers, parce qu'il vit aujourd'hui sur sa notoriété. Voilà, petite info, les dernières conférences qu'on a pu voir de Kevin Mitnick, c'est quand même 25 000 balles la conférence d'une heure avec des choses qu'on voit partout. Mais voilà, mais c'est Kevin Mitnick qui est connu pour avoir d'abord attaqué le NORAD. Pour la petite information, le NORAD, c'est quand même ceux qui peuvent lancer, entre autres, des missiles nucléaires sur la planète. Il pirate aussi Pacific Bell, qui était une compagnie téléphonique avec intrusion, et surtout, il a mis en avant le social engineering. Ces techniques étaient très loin d'être informatique pure, non, il faisait du social engineering. Il téléphonait déjà pour avoir des informations. Alors on a aussi là, en Europe, la création du CCC, le Chaos Computer Club allemand, qui existe toujours aujourd'hui, avec un rendez-vous, une festivité aux périodes de Noël. Voilà, donc l'un des véritablement les hackers éthiques sont apparus avec le CCC en Allemagne. Voilà, c'est quelque chose qui a vraiment marqué l'histoire et qui continue à marquer l'histoire aujourd'hui. Ian Murphy, c'est le premier pirate américain à être condamné. Alors lui, vraiment condamné par la justice, hein, pur et dur, après avoir piraté ITT, hein, qui était le Orange, le France Télécom, le Free, le SFR, français. Un ado de 15 ans, ah bah voilà, on commence à voir des adolescents apparaître, entre guillemets, hein, mais en tout cas, cette touche-à-tout du cyber, en tout cas du hacking, prouve que ça a commencé déjà à toucher toutes les tranches d'âge. Rich Skrent, exactement. Alors lui, il écrit le premier virus, rien de mirobolant, mais voilà, c'est un adolescent qui écrit ça. On ne parle plus de chercheur, on ne parle plus de scientifique. Lui, il a écrit, qui ça? L-Corner, voilà. C'est véritablement le premier code qui existe encore, on peut encore le retrouver aujourd'hui.
Ça casse pas trois poules à un canard, hein. J'ai trois poules à un canard, mais plutôt trois pattes, ça serait beaucoup mieux. Donc voilà, mais en tout cas, ça montre que voilà, les plus jeunes commençaient véritablement à s'intéresser. Rappelons-nous qu'en 82, avoir un ordinateur, c'était pas donné à tout le monde vu le prix des bécanes. On va être très honnête aujourd'hui, quand on voit le prix de certains PC de gamers, comme on dit aujourd'hui, les prix sont aussi complètement dingues. Alors, on a Kevin Poulsen, le grand concurrent, le grand ennemi sur le papier de Kevin Mitnick. Lui aussi, il va pirater l'ARPANET. L'ARPANET 1983. Bon voilà, c'était des faits d'armes qui, à l'époque, effectivement, pouvaient être impressionnants. Le terme virus informatique, et voilà, là, il est créé en 1984. C'est Frédéric Cohen qui l'invente. Il invente véritablement le terme de virus informatique. Bill Landreth, The Quaker, véritable pirate informatique aussi, avec un pseudo qui est resté, parce que The Quaker va être utilisé, par exemple, après dans le monde du Juarez. Il y aura beaucoup de pirates informatiques de jeux, par exemple, qui vont utiliser son pseudo. Alors lui, il est arrêté parce qu'il va quand même faire un petit medley. Il va attaquer la NASA, il va attaquer le DOD. Donc voilà, le gars qui était bien motivé aussi pour se faire connaître. Tout ce petit monde est intéressant parce que c'est en train d'évoluer. Le monde est en train véritablement d'évoluer. Et on a un groupe qui s'appelle le Cult of the Dead Quo, donc le culte de la vache morte, qui va mettre sur le terrain, sur le tapis, eh bien, le premier véritable cheval de Troie. Le premier logiciel d'espionnage d'ordinateur à distance. Alors, leur outil s'appelait Back Orifice. Je pense qu'on n'a pas besoin d'expliquer ce que ça voulait dire. Il faisait juste un petit clin d'œil à Back Office de Microsoft, déjà. Toutes les légendes anti-Microsoft sont apparues dans ces périodes-là. Hein. Et eux, donc, inventent le premier cheval de Troie, qu'aujourd'hui on appellera RAT, etc., etc. Bref, ces outils qu'on insiste lourdement à placer dans un ordinateur d'une personne qui ne le souhaite pas, qui n'est surtout pas au courant. Et ça permettait déjà à l'époque intercepter les frappes clavier, micro, caméra, ouvrir. Alors c'était très marrant à l'époque, c'était d'ouvrir les lecteurs de DVD pour que ça puisse bouger et mettre une panique, retourner les écrans, etc., etc. Autant dire qu'aujourd'hui, ce qui existe, les gens n'ont rien inventé. Donc là, vous avez leur logo qui est apparu là à l'écran. Ensuite, et là ça devient très intéressant, pourquoi ? Parce que 1984 aussi, c'est la publication et la création du manifeste du hacker. Aujourd'hui encore, ce manifeste du hacker est dans l'esprit des plus jeunes, ou des gens en tout cas qui ont le fantasme du pirate informatique ou du hacker à capuche, vivant dans un grenier, dans un bois ou dans une cave. Toujours est-il qu'il est toujours en diffusion, et il a été écrit, le véritable manifeste du hacker, par Legend of Doom, qui est, comme son nom l'indique, une légende. 1986, arrestation et jugement du premier pirate français. Il fondera Gandhi. Alors, je n'ai pas voulu le citer parce qu'on n'a pas besoin de le citer. Et puis, c'était avant. Et puis, ça n'a pas besoin de le poursuivre. Mais c'est surtout le fait que c'est la première fois qu'un pirate français est arrêté et jugé. Pour la petite histoire, l'un des actes était d'avoir modifié sur le site du Louvre l'image de la Joconde. Nous sommes 1988. Les USA sont perturbés. Mais ça y est, on peut et on est capable de perturber un pays. Et nous sommes en 1988. C'est Robert Morris, avec le Worm Morris, qui a été capable de perturber, certes pas des millions de machines, mais déjà son outil permettait de perturber le fonctionnement, en tout cas d'administration, ça c'est sûr. 1989, création du Chaos Computer Club France. Alors, une affaire très intéressante parce que la légende veut que ça avait été monté et mis en place par des autorités, les autorités françaises, juste pour pouvoir repérer un petit peu ce qui pouvait se passer sur le territoire français, aussi bien du côté de l'activisme avec un grand H, aussi bien du côté des hackers éthiques, mais aussi et surtout, je peux le présumer, par rapport aux pirates informatiques. Dans la même période, et c'est pas du tout fait exprès, création du projet Zataz. J'ai eu en 1989, envie de parler de ce sujet, parce que déjà, moi, j'en entendais beaucoup parler, parce que voilà, j'ai eu cette appointance-là, et j'ai créé le projet Zataz, qui a débuté d'abord sur Amstrad CPC, à cassette, avec la bande et tout, avec les écrans verts, c'était magnifique, et puis, etc., etc. Alors, on a passé les années 80, 60, 60-80, donc vous avez vu, on avait vraiment affaire à des gens qui touchaient à tout, qui tripatouillaient, qui découvraient. Tout le monde découvrait, tout le monde ouvrait de grands yeux ébahis en se disant « Ah, on peut faire ça !» Puis comme il n'y avait pas de loi, en tout cas pas trop de loi, et que personne ne comprenait rien à ce qui se passait, on était dans le monde du touche-à-tout. Sauf que les années 90 vont commencer à moduler un petit peu ces comportements, à classifier, et aussi mettre en avant des gens qui n'ont clairement plus des besoins, qui n'ont clairement plus du tout des besoins de découverte, mais clairement des malveillances. Et donc là, moi, j'ai appelé cette époque l'époque des hackers et sans reproche. Pourquoi je vous dis ça ?
Parce que là, on se retrouve d'abord avec une disparition de l'ARPANET. L'ARPANET, en tout cas, laisse place à Internet, laisse place à l'Internet comme on le connaît aujourd'hui. 1991, et là ça commence à devenir intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on a de grands scientifiques, et je prends l'exemple de Philippe Zimmermann, qui invente quoi ? Qui invente le premier véritable outil grand public de chiffrement, de protection d'informations par le chiffrement. En gros, on ne pouvait plus lire d'Amiens, on lisait des 0 et des 1. Et il fallait une clé de déchiffrement entre le lecteur et l'émetteur, plus une clé privée, plus, voilà, pour pouvoir lire. Et ça, c'était une première. Ça a particulièrement énervé énormément d'autorités, parce que du coup, c'était fini. Il n'était plus possible de pouvoir lire un fichier intercepté ou tout simplement un fichier saisi dans un ordinateur, parce que si ce dernier était chiffré par PGP, eh bien, c'était plus possible de pouvoir lire le contenu. Donc, il y a eu des propositions de loi interdisant un certain nombre de puissances, on va dire, hein, pour faciliter la compréhension. Ça a failli être interdit, PGP, il faut le savoir. Hein. Aujourd'hui, c'est des outils comme GPG, hein, libre de droit. Voilà. Aujourd'hui, le chiffrement est rentré dans les mœurs parce que c'est devenu un outil indispensable face aux pirates. Dans cette période-là, on commence à voir la première convention de pirates informatiques. Cette première convention de hacker éthique. Mais je peux vous dire qu'en 1993 et quelques années plus suivantes, il n'y avait pas que du hacking éthique, hein, je vais être très honnête avec vous. Mais en tout cas, hey, Philout! Bonjour Philout! Welcome mon ami, bienvenue, installe-toi, bienvenue dans la cyber-émission de Zataz. Ce soir, on a un petit bonus avec une conférence que j'ai donnée dernièrement. Donc, écoute, installe-toi. En tout cas, la cyber-émission de Zataz, c'est tous les soirs, 19h-20h. Merci pour ton follow. 1993, donc comme je vous le disais, la DEFCON à Las Vegas, qui aujourd'hui existe toujours. Hein. Il y a encore eu cet été, là. En plus, c'était un grand retour après la période Covid. Bon, aujourd'hui, c'est devenu plus un immense cybermarché de la cyber. Mais si vous avez l'occasion un jour de vous le faire payer pour vous y rendre, si vous avez l'occasion de vous y rendre d'ailleurs, dites-le moi, on ira ensemble. En tout cas, on se retrouvera là-bas. C'est à voir au moins une fois si on est dans la cyber et qu'on a envie de s'en intéresser. Ou si vous êtes juste des curieux. Attention, c'est très cher. Ah, Cocaïne 974. Alors là, les gars de la Réunion, vous débarquez en force, on est d'accord ? Bonjour mon ami Cocaïne 974, installe-toi tranquillement, bienvenue dans la cyber-émission. C'est tous les soirs, 9h, non 9h, c'est la durée de l'émission, 9h. Mais plutôt de 19h à 20h. Je te laisse regarder dans ton horaire à toi, hein, parce que je crois que c'est pas les mêmes horaires, hein, on est d'accord ? Alors ensuite, après être passé sur la DEFCON, on a le premier mathématicien russe, donc un scientifique, qui va utiliser son savoir de scientifique pour voler quoi ? Eh bien pour voler 10 millions de dollars à la Citibank. 1995, on a le logiciel Satan. Le logiciel Satan, c'était le Shodan de l'époque, qui était un outil qui permettait de remonter des failles particulièrement utilisé par les pirates informatiques de l'époque. On ne peut pas véritablement dire que le monde ait changé sur ce point de vue-là non plus. Hein. Pour la première fois aussi, la justice américaine, cette fois-là, interdit Internet à un internaute. Il s'appelait Chris Lamfresh, et à cette époque, il lui était interdit globalement d'utiliser tout ce qui avait un clavier. Autant dire qu'aujourd'hui, mettre en avant ce type d'interdiction, ça serait compliqué, vu que tout est connecté. Vous imaginez si on disait à quelqu'un, aujourd'hui, il t'est interdit de toucher un clavier. Même si chez lui, il a un clavier, un code pour son alarme ou pour rentrer dans son appartement, la loi lui interdirait de l'utiliser. Heureusement, tout ça a changé. Ensuite, nous sommes dans le premier piratage qui a vraiment impacté une entreprise et qui va mettre au chômage des gens. 80 personnes au chômage après le piratage de leur entreprise. À cette époque-là, cette entreprise avait expliqué qu'elle avait perdu 12 millions de dollars et nous étions en 1996. Alors, quelques mois auparavant, en 1995, au même moment de l'outil Satan, naît un outil qui va révolutionner le monde, qu'on le veuille ou non. Internet Explorer et Windows 95. 1998, condamnation à mort. Eh ben oui, les Chinois n'ont jamais été dans la demi-mesure. Hein. Je pense que tout le monde est d'accord sur ce sujet. Condamnation à mort, eh bien des jumeaux pirates, les jumeaux Duo. Ils avaient volé, on va dire entre guillemets, que 87 000 dollars. Bon, je crois hein. On pirate pas dans ce pays-là. Et à cette époque, en tout cas, 1998, condamnation à mort, je pense que c'était toujours dans l'esprit de l'art de la guerre, de Lao Tse. J'en tue un pour faire peur à 1000. Bon, c'est raté, hein, parce qu'il y a tellement de pirates chinois hors et derrière la Grande Muraille. Mais aujourd'hui, on ne les condamne pas, on les réutilise pour emmerder le monde. 1998, toujours, arrestation du pirate israélien The Analyzer,
Il avait fait un petit peu parler de lui, mais déjà à l'époque, voilà, c'était du kiddie, c'était du script kiddie, comme on le dit tout le temps, etc. Mais comme je ne cesse de le dire, arrêtons de dire, ah, c'est un débutant, ah, c'est un script kiddie. Non, c'est un avec quelques techniques malveillantes peut faire d'énormes dégâts. Alors imaginez 10, imaginez 100, ayant tous chacun une technique, ça fout un sacré bordel, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Le premier virus destructeur, véritablement destructeur, le virus Tchernobyl, malheureusement le bien nommé. 1999, le virus Melissa. Alors lui, on a des chiffres qui commencent à apparaître. Hein, c'est quand même 200 000 PC impactés, 80 millions de dégâts, ce qui est quand même pas négligeable. Et là, on va rentrer clairement les deux pieds dans notre millénaire, les années 2000. En tout cas, à partir de l'année 2000, je considère que là, on rentre dans une ambiance qui est un pour tous pourris. Pour moi, aujourd'hui, malheureusement, qu'on le veuille ou non, tous ces pirates informatiques ont tous une seule chose, c'est clairement nuire, gagner de l'argent, être le plus con possible. Hein. C'est à celui qui, par exemple, s'achètera une Porsche parce qu'il a fait croire à tout le monde que c'est un génialissime pirate, etc., etc. En tout cas, tous pourris, ça c'est sûr. Alors, dans ces populations, 2000, on a Mafia Boy, un Canadien, déjà, hein, souvenez-vous, je ne cesse de vous dire que cette zone-là canadienne, on en parle très peu, mais alors il y a un sacré nid. Hein. Oh, Electronic, Bwayne, merci pour tes 100 bits, ça fait drôlement plaisir. Merci mon ami, je les prends avec grand plaisir, ça veut dire que ça te plaît, et moi ça me plaît. Des bisous sur ton front. Alors, comme je vous le disais, le Canada, on en parle beaucoup. Et pour preuve, regardez la semaine dernière, vous pouvez d'ailleurs retrouver ça dans les replays sur Twitch et sur YouTube. Point d'exclamation help sur Twitch, hein, si vous voulez connaître les adresses exactes. C'est les commandes du bot. Vous aurez toutes les adresses si vous souhaitez voir le replay. La semaine dernière, c'est Netwalker qui a été jugé aux États-Unis. 20 ans de prison pour avoir été l'un des instigateurs, si ce n'est le chef de Netwalker. Donc vous imaginez un petit peu le délire. Bah mon Lucien, merci mon Lucien. Et mon Lucien qui me claque aussi ses 100 bits. Bah écoute, des bisous sur ton front mon copain. Ça fait drôlement plaisir. Merci. Ah, Laurent Bert, t'as essayé de faire help et ça n'a pas fonctionné. On est d'accord? Ok. Nous pouvons remercier le bot de participer dans la joie et la bonne humeur. Je ne sais pas pourquoi Help a décidé de ne plus fonctionner. J'ai eu le même bug tout à l'heure, donc j'en suis désolé. Ça reviendra peut-être un jour. En tous les cas, si tu veux voir l'adresse du YouTube, point d'exclamation YouTube. Alors, comme je vous le disais, donc Mafia Boy était connu. Pourquoi? Eh bien, parce que Mafia Boy a attaqué CNN, Amazon, Yahoo, à grands coups de DDoS, donc déni de service massif. Voilà, c'est là où on commençait à rentrer dans le vif du sujet. À cette époque, on s'est dit « Oh là, mais qu'est-ce que c'est que ces cyberattaques ?» Mais en plus, ça peut attaquer du lourd, du gros, CNN, Amazon, Yahoo. Waouh! On a le premier piratage officiel de Microsoft. On a aussi l'arrestation de deux pirates russes piégés par le FBI. Et c'est là où on découvre que le FBI était un professionnel de la sécurité et de la protection des citoyens, ça on le sait très bien, mais surtout qu'ils peuvent mettre en place des trappes, des pièges. Ces deux Russes avaient été invités aux États-Unis pour participer à des conférences, sauf que patatrac, la conférence était fausse. Il n'y a pas eu que des Russes, hein. Souvenez-vous, il y a 3-4 ans, ce pirate breton, amateur de longue barbe, qui a été invité aux États-Unis pour participer au championnat du monde de la barbe. Sauf que, pas de chance pour lui, il a travaillé dans le darknet. Quand je dis travail, j'exagère, hein, mais en tout cas, il faisait du business dans le darknet où il vendait de la drogue. Il a été à la compétition au championnat du monde de la barbe. Et bien aujourd'hui, il est en prison fédérale aux États-Unis. Alors ensuite, dans ces dates, I Love You. Qui se souvient d'I Love You? Je pense même que si vous n'étiez pas né en 2000, eh bien I Love You. Oh, Jibouman. Bonjour Jibouman, je connaissais Superman, je connaissais Bouleman, et bien maintenant nous avons Jibouman. Welcome à toi mon ami, bienvenue dans la cyber-émission. 19h-20h, c'est Zatas qui te propose toutes les actualités de la journée, plus et bien de temps en temps des conférences que je peux donner à droite à gauche. Et bien celle-ci, elle est pour toi, elle est pour tout le monde, servez-vous, installe-toi, bienvenue ici. Donc comme je vous le disais, I Love You, on en a tous entendu parler parce que c'est quand même le virus aux 55 millions d'ordinateurs, de PC infectés. Hein. Et on estime, selon les chiffres que j'ai pu retrouver d'ailleurs, c'est CNN qui en parlait, ainsi que le New York Times, c'est 3 millions d'ordinateurs qui étaient définitivement HS. Ensuite, on a le code RED, Web Code. Alors, je vous ai mis le sous-titre qu'il y avait dans ce virus à l'époque, Hacked by Chinese, donc on ne sait pas si ça vient de la Chine, mais en tout cas, l'instigateur était très content de le dire. Hein, c'est 300 000 serveurs sous un outil Microsoft. On a aussi 2002...
Un pirate qui lance une cyberattaque. Alors lui avait décidé d'emmerder clairement toute la planète. Il a décidé de lancer une cyberattaque contre les 13 serveurs de domaine internet, les nœuds qui permettent eh bien, de faire fonctionner toute cette belle machine que nous utilisons aujourd'hui. Bon bah voilà, 2002, cette cyberattaque. 2003, Adrien Lamo attaque Microsoft, attaque le New York Times. Et intéressant, c'est que ce pirate, on va en parler ensuite, dans quelques années plus tard, parce qu'il sera impliqué dans l'affaire Wikileaks. Il paraît que c'est lui qui a permis l'arrestation de ceux qui avaient été lanceurs d'alerte sur des exactions qui ont été considérées comme telles en plus par la justice. Donc Adrien Lamo aurait participé à l'arrestation, en tout cas à la découverte de qui avait diffusé quoi. Bref. Dans ce petit monde, on a aussi, bien sûr, une évolution de plus en plus marquante des Anonymous. Alors d'abord, Anonymous, c'est né 2003 sur 4chan. Alors pendant 4-5 ans, voilà, ça se promenait. C'était vraiment, c'était sur un forum complètement foufou. Rien de passionnant. 2008 apparaît l'opération Channel Ojai. C'est quoi? Souvenez-vous de cet acteur américain, grand acteur américain, voilà, en plus, qu'on le veuille ou non, Tom Cruise est un excellent acteur et surtout a fait des films qui ont marqué et qui marqueront l'histoire du cinéma. Sauf qu'en 2008, il est retrouvé dans une vidéo qui, semble-t-il, et paraît-il, Electronic Chain Wayne, merci pour tes 100 chires, tes 100 trucs là, tes 100 bits. Merci mon ami, ça fait drôlement plaisir. Garde tes sous aussi un petit peu, mais ça fait drôlement plaisir. Nous avons donc, j'étais sur qui là? Tu m'as perturbé. Ah, c'est pas gentil. Non, c'est pas vrai. Anonymous donc lance l'opération 2008 Channel Ojai avec Tom Cruise qui est découvert dans une vidéo qui, semble-t-il, était en train de faire l'apologie d'une église scientologie. L'église de la scientologie, aux États-Unis, elle est considérée comme une église. En France et dans beaucoup de pays, elle est considérée comme une secte. Donc voilà, peu importe. Toujours est-il qu'un journaliste dénonce la chose et la scientologie fait tout pour le faire taire. Et comme vous devez très certainement le savoir, c'est que commencer à vouloir taper sur des internautes, eh bien, l'Internet se retournera contre vous. Et donc, du coup, l'opération Channel Ojai, c'est que cette vidéo qui a disparu est réapparue partout. C'est un petit peu aussi ce qu'on a appelé ensuite l'effet Barbara Streisand. Cette actrice, chanteuse, souhaitait faire disparaître la photo de sa maison prise par un journaliste. L'effet Barbara Streisand, c'est qu'une photo disparue, elle est apparue ensuite des centaines de milliers de fois. Voilà un petit peu l'ambiance, et c'est à partir de là où Anonymous a eu cette notoriété marketing qui plaît surtout aux journalistes. À partir de là, 2004, l'auteur du virus Netsky et sa sœur, deux virus, alors pas sa sœur, mais sa sœur, a été arrêté en Allemagne. Donc on n'était toujours pas avec du pirate russe, chinois, nord-coréen. On était encore une fois avec un occidental. Donc là, l'Allemagne, tout à l'heure on a eu le Canada, même si effectivement on a eu des pirates russes en amont. On a ensuite quand même une tentative de piratage de 229 millions de dollars à la Sumitomo Bank. Alors, tentative ratée, mais c'est pas pour autant que les pirates n'avaient pas commencé à réussir leur exfiltration. On peut présumer qu'ils avaient été peut-être un petit peu trop gourmands à l'époque. 2008, premier piratage massif, là par contre, de distributeurs de billets. Et c'est promis, je vous mettrai un S à distributeur. Yorin Ryabinin s'attaque à 7-Eleven. C'est une chaîne de cybermarché qu'on peut trouver un peu partout, en Asie, en Amérique du Nord, etc. Et lui s'était attaqué, et son équipe s'était attaqué aux distributeurs de billets. Conflinker, ça je pense que ça vous parle un petit peu plus, parce que Conflinker était quand même un virus dont on a entendu énormément parler. Il aurait piégé en un an plus de 300 000 domaines, ce qui est quand même pas négligeable pour une petite cochonnerie. 2009, Albert Gonzalez, alors lui il vole et il blanchit une bagatelle de 170 millions de données bancaires. Arrêtez quand même, Stuxnet, alors là, Stuxnet, je pense que tous vous en avez entendu parler parce que c'est la première fois qu'on parlait en fait d'un virus informatique étatique. On présume qu'il a été fabriqué par Israël et par les USA et que c'était pour attaquer des usines d'enrichissement nucléaire, en tout cas d'uranium, de l'Iran. Alors je viens de voir, c'est mon petit canaillou, Electronic Chain vient de me tirer son chapeau, donc vous connaissez le principe de l'émission. J'enlève ma casquette du Super Bowl 2022, 2021, 2022, et nous faisons... Non, 2022. Je vous montre d'abord ma calvitie et je vous présente Mario.
Hop là, nouvelle casquette. Alors ensuite, nous sommes arrivés donc à Stuxnet, c'est 2010, pardon. Je détecte déjà à l'époque, 2010, eh bien, 8500 black market. J'avais déjà référencé plus de 8500 black market, web et dark web. Le virus Zeus, il détourne 70 millions de dollars de banques américaines et apparaît le fameux pirate Spy A BX1 et le hacker souriant. Hacker pirate informatique algérien, hacker donc malveillant. Ils auraient à leur actif plus de 200 banques. Il faut savoir qu'il est toujours en prison fédérale aux États-Unis. Et pour la petite information, le hacker souriant, que je connais, a par exemple un réseau social que je ne citerai pas. Il n'a aucun message dessus, mais il est suivi par 2,1 millions de followers. Et là, on rentre clairement dans les années 2010 à aujourd'hui. Et là, 2010 à aujourd'hui, eh bien, j'ai clairement cette phrase que vous m'entendez souvent dire. Hein, voilà, c'est tiré du film Le Parrain, quand vous avez Al Pacino, le parrain, hein, le mafieux. Avant de tuer quelqu'un, il dit « Mais tu sais, moi, il n'y a rien de personnel, guys. C'est juste du business. C'est juste du business. » Eh bien, c'est ça depuis 2010. En tout cas, à mes yeux. Et est-ce que j'en ai vu? Alors, 2012, c'est Rex Mundy. Rex Mundy, pour moi, c'est celui qui a inventé les premières actions du marketing de la malveillance. J'ai retrouvé la première fois où j'ai cité ce terme que j'ai inventé, le marketing de la malveillance. Eh bien, c'est en 2012, quand j'ai commencé à parler du groupe Rex Mundy. Rex Mundy est arrêté en 2017. En tout cas, une branche de Rex Mundy, qui, je vais être très honnête avec vous, ressemble fortement à Lapsus. Rex Mundy, eh bien, il y a eu au moins 5 Français d'arrêtés. En France, au Royaume-Uni et en Thaïlande. D'après les autorités, d'après les informations que j'avais pu collecter à l'époque, ils recrutaient des gens dans le dark web. Peut-être vous, peut-être votre petit frère, votre grand frère, peu importe, en tout cas des gens qui étaient capables de leur fournir des accès à des entreprises. Là, je vous montre un exemple très concret d'une capture écran. Hein. Il y avait Accor, il y avait Domino's, il y avait déjà un laboratoire de santé. Et je me souviens le cas de ce laboratoire de santé. Le laboratoire n'avait pas payé parce que Rex Mundy téléphonait ou envoyait des mails et il disait ben voilà, si vous ne payez pas, on diffuse. Et donc du coup, eh bien, ce laboratoire, je me souviens, il y avait les noms, les prénoms, les mails et le mot de passe qui permettaient d'accéder eh bien, à leurs analyses sanguines de sang. Voilà, donc vous voyez, ils n'ont rien inventé, les pirates d'aujourd'hui, on va en parler dans quelques instants. Et justement, ces pirates d'aujourd'hui, eh bien, c'est Maisy en 2019. Souvenez-vous, Zataz a été le premier à en parler. Et surtout, j'ai eu la chance, façon de parler, en tout cas pour un journaliste et un curieux et quelqu'un qui fait de la cyberintelligence, pouvoir rencontrer ce genre de population, eh bien, qu'on le veuille ou non, c'est indispensable pour comprendre qui ils sont, quand on peut, comprendre comment ils font, comprendre pourquoi ils le font, etc. etc. Et donc Maisy a été le premier surtout à inventer avec le marketing de la malveillance un blog, les menaces, le compte à rebours, le service après-vente, la discussion avec les clients, parce qu'il les appelait comme les autres des clients et non pas des gens piratés. Voilà, pour moi c'est Maisy qui a véritablement inventé ce marketing de la malveillance pur et dur comme on le connaît aujourd'hui. 2021, arrestation de Netwalker. On en a parlé la semaine dernière. Vous retrouvez ça d'ailleurs dans les rediffs sur YouTube. Hein. Cliquez sur la petite cloche, le petit cœur, ça fait plaisir. Puis laissez un petit message. En tout cas, vous retrouverez en plus l'interview de Netwalker. En tout cas, on appelle ça une interview, mais je dirais plutôt l'audition de la police avec eh bien, ce Desjardins, il s'appelle Desjardins, arrêté par les autorités québécoises et qui aujourd'hui dort dans une prison fédérale américaine. Vous avez plusieurs minutes, dizaines de minutes bien de son audition où il explique tout de A à Z comment travailler son groupe, mais aussi comme les autres travaillent avec en plus plein d'options que même Netwalker n'avait pas encore inventées à l'époque. 2022, piratage de Microsoft, Samsung, LG, Revolut, Uber, etc., etc. par le groupe Lapsus, qui n'avait rien de génial et qui n'a rien de génial. Il y a encore des membres sur le terrain de Lapsus, hein, je vais être très clair avec vous. Mais c'était quoi? C'était des mômes qui faisaient du phishing, qui faisaient en tout cas de l'intelligence en piégeant les gens qui au téléphone sont capables de donner leur mot de passe parce qu'ils pensent entendre derrière un technicien de leur boîte qui leur dit « Tu peux me donner ton mot de passe, je dois mettre à jour ton ordinateur ». On a vu comment ça s'est terminé avec une dernière arrestation il y a quelques semaines hein, du côté de Londres d'un homme de 17 ans. Quelques semaines auparavant, c'était un autre membre de Lapsus où les autorités avaient trouvé plusieurs millions d'euros sur son compte en banque de crypto-monnaie, argent détourné dans des ransomware et dans du rançonnage. Octobre 2022, là au moment où on se parle, c'est plus de 2800 rançonnages
du 1er janvier 2022 à octobre 2022. Ce sont mes chiffres. Souvenez-vous ce que je vous ai dit hier et avant-hier. Vous retrouvez dans les rediffs. Hein. Ce sont mes chiffres, donc ils sont faux. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas tout. Et donc ils sont peut-être plus importants, les chiffres. Ils sont même très certainement plus importants. En tout cas, moi, ce que j'ai repéré, c'est depuis 1er janvier 2022, plus de 2800 rançonnages. Je ne vous parle pas de piratage informatique. Je vous parle clairement de rançonnage, de demandes de rançon qui n'ont pas abouti avec diffusion d'informations. Ou demandes de rançon avec diffusion d'échantillons. Et ensuite, les sites ont disparu, en tout cas les menaces, parce que les entreprises ont payé. Mais nous, on collecte tout ça. On fait des tableaux avec qui, quoi, comment, où et qui paye. Les groupes de pirates, etc., etc. Plus de 2800 rançonnages. Ces 150 groupes, le service Veizatas, veizatas.com, surveille, entre autres, dans les centaines de milliers de lieux qu'on peut cybersurveiller, et bien dans ce tas-là, il y a au moins 150 groupes spécialisés uniquement dans le rançonnage. Complètement fou. Et là, les images qui viennent d'apparaître à votre écran, eh bien, c'est qui ? C'est Logbit 3.0. Pour ceux qui suivent l'émission, vous retrouverez dans la rediff. Je vous ai proposé jeudi eh bien, la visite de cet espace pirate informatique avec le marketing de la malveillance qu'ils ont pu mettre en place, qui est complètement fou. Alors, maintenant, on va rentrer. On est arrivé octobre 2022, et donc là, quand même, depuis bientôt plus de 9 mois, se passe un véritable drame humain. C'est clair. Drame humain pour nos amis ukrainiens, mais drame humain pour des amis que j'ai en Russie. Des gens qui ne veulent pas partir faire la guerre, qui sont contre la politique qu'il aurait imposée, mais ils ont vécu tout le temps comme ça, sous cette dictature et ce rêve bleu malveillant, soyons très clairs. Alors il y en a qui en profitent et qui gagnent de l'argent parce qu'ils ont suivi ce qu'il leur est proposé politiquement parlant, et les autres. Mais pendant tout ce petit bordel monstrueux qui impacte en plus toute la planète, hein, on a quand même dans ce monde des pirates informatiques qui, il y a 9 mois, on va dire 10 mois, travaillaient ensemble, pirates russes et ukrainiens. Et donc, ma question était de demander, d'après vous, est-ce que l'invasion russe en Ukraine, est-ce qu'elle a fait bouger les lignes pirates ? Ça, c'est la question que je pose comme ça. Voilà ma réponse à moi. Pour moi, ma réponse, c'est oui. Pourquoi je vous dis ça ? Eh bien, tout d'abord, tout a débuté dès septembre 2021. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour les plus fidèles de la Zatas émission, mais aussi de zatas.com, en septembre 2021, j'ai commencé à dire « Ouah, il y a des trucs vachement bizarres qui sont en train de se passer, les amis. Regardez, souvenez-vous, j'ai tout de suite alerté en disant « Je n'ai jamais vu autant de fuites de données concernant des pays comme la France. » Où là, on voyait passer des combos de mails et de mots de passe de Français, mais pas que, de Québécois. Mais c'était pas des milliers, des centaines de milliers, ça se comptait en millions. Ensuite, j'ai commencé à faire des articles en disant « Waouh, ça vous intrigue pas d'un truc, les amis ? Vous retrouverez ça sur zatas.com. Vous tapez Ukraine, Russie. » Il y a un moment, je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces arrestations de pirates russes par les autorités russes et toutes ces arrestations de pirates ukrainiens par les Ukrainiens ?» Bon, à cette époque-là, de septembre à janvier, c'était une intrigue, d'autant plus que la légende voulait que les pirates russes n'étaient pas embêtés par les autorités russes tant que ces autorités russes n'avaient pas de plainte d'entreprises russophones attaquées par ses propres pirates. Ben, je crois qu'à partir de la fin février, on a compris pourquoi ces arrestations. En tout cas, dès septembre 2021, arrestation de pirates russes et ukrainiens massivement. Et au même moment, se sont créés des groupes Telegram pro-russes vantant la politique de Poutine. Mais ce qui est très étonnant, c'est que ces groupes Telegram, février 2022, au moment de la déclaration de la guerre, que les Russes ont appelée opération spéciale à cette époque, le jour, quelques heures avant cette invasion, eh bien ces mêmes groupes Telegram ont commencé à diffuser des gifs, des mèmes, vantant la Grande Russie. Des gifs et des mèmes très guerriers, très militaires. Hein. Bon, bah voilà, c'est clair, les télégrammes avaient été fabriqués pour exhorter les utilisateurs potentiellement recrutés. Recruter quoi et recruter qui ? Eh bien, des cyberarmées que personne n'avait réfléchi à première vue en amont. Parce qu'on s'est très vite rendu compte que dès que les Russes ont envahi l'Ukraine, une semaine après, on a quand même le ministre des Télécoms de l'Ukraine qui lance un message public en disant « Au secours, venez nous aider, vous, hackers de toute la planète, venez former une cyberarmée pour nous protéger. » Et souvenez-vous, à l'époque, j'avais infiltré et cette cyberarmée ukrainienne et la cyberarmée russe pour vous dire, déjà, quelles que soient vos idées, ne participez pas à ces jeux à la con, c'est supra dangereux.
d'autant plus qu'ils avaient diffusé des sites internet sur lesquels il suffisait de cliquer pour lancer une cyberattaque. Les Russes et Ukrainiens avaient mis en place des logiciels sur lesquels, quand vous cliquiez dessus, ça lançait des cyberattaques. Mais autant dire que certains étaient piégés, donc celui qui vous proposait de lancer cette cyberattaque pouvait potentiellement regarder au-dessus de votre ébole et votre clavier. Bref, une cyberarmée et un cyber bordel. Les pirates russes et ukrainiens ne travaillent plus ensemble. C'est fini. Quelques semaines avant, en tout cas avant cette opération spéciale, ils travaillaient dans les mêmes black markets. Hein, je cite Rutor, mais je peux vous citer Conti, je peux vous citer Mega pour les espaces de pirates informatiques, hein, des black markets purs et durs, vendant de la drogue, des fausses monnaies, des faux papiers, des bases de données, des piratages, des DDoS, etc. etc. C'est fini. Ils se font même la guerre. Prenons l'exemple de Conti, où quand Conti a dit qu'il était contre cette invasion russe, il a oublié que ses affiliés russes n'étaient pas contents de ce message. Et c'est là où ils ont tout diffusé, en tout cas diffusé un maximum d'informations sur Conti, et que Conti a dû disparaître. Cette cyberguerre entre Russes et Ukrainiens, eh bien, voit apparaître au moins 2 entités nationalistes pures et dures. Killnet, au moment où je vous parle, c'est véritablement 92 000 membres actifs, Killnet pro-russe. Et pour l'ITO, l'IT Army ukrainienne, on ne sait pas véritablement qui est actif dans ce bordel, sachant que dans ces 2 camps, ça diffuse des IP, ça diffuse des sites internet à attaquer. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Alors les partenaires des pirates russes et ukrainiens, ceux qui travaillaient avec eux avant février, bah, ils sont un petit peu embêtés parce que leurs fournisseurs de bases de données, de cartes bancaires, de moyens de blanchiment, etc., bah, ils ne peuvent plus travailler avec eux. Pourquoi ? Parce que ils se battent déjà entre eux. Un exemple très concret, je vous en ai parlé il y a 3 semaines, quand vous voyez comment les pirates informatiques essayent de faire tomber, par exemple, le black market Rutor qui serait tenu par des Ukrainiens. Enfin, voilà, ils font leur petite sauce. Hein. C'est un peu le secret story entre eux, hein, de ce bordel. Sauf que les pirates brésiliens, colombiens, égyptiens, tunisiens, français aussi, canadiens, etc., bah, ils ont toujours besoin de ce matos, ce moyen de gagner de l'argent de façon malveillante. Ils doivent se débrouiller seuls. Et là, on a vu exploser des groupes. Et vous en avez une preuve très concrète, je vous l'ai montré la semaine dernière. Vous retrouvez ça dans les rediffs de Zataz, hein, sur YouTube. Eh ben, les pirates brésiliens, par exemple. Ils ont explosé. Ils ont une offre aujourd'hui qui est quand même complètement dingue. Philippins, Manille, on n'a jamais vu autant aussi de pirates agissant à partir de la Thaïlande. Alors, on va pas se voler la face. Beaucoup de pirates ukrainiens et russes ont fui leur pays pour aller s'installer au plus proche, aux alentours, voire la Turquie, ou alors encore beaucoup plus loin. Souvenez-vous de l'information que je vous ai donnée la semaine dernière, hein, pareil, vous retrouvez ça dans les rediffs sur Zataz et sur YouTube ou sur Twitch, de ce pirate russe qui a permis à des étudiants indiens de passer des concours contre de l'argent, parce qu'il avait réussi à infiltrer et pirater un logiciel permettant de passer ces concours. Toujours est-il que ces pirates donc doivent se débrouiller tout seuls, et ils ont gagné du galon. Et donc, ils gagnent de la place. Et ils gagnent aussi du savoir-faire et donc de la nuisance. Et ça, c'est loin d'être négligeable. Les pirates russes et ukrainiens se dénoncent, s'attaquent et se concentrent sur des infrastructures de l'ennemi jusqu'en juin 2022. Parce que ils ont aussi besoin de cash flow. Ils ont besoin aussi de moyens de subvenir à leurs moyens qui, pour certains, semble-t-il, est assez onéreux. Y a-t-il de l'étatique derrière pour qu'ils aient besoin de fournir de l'argent? J'en sais rien. Moi, je ne pourrais jamais me permettre de le dire parce que pour le savoir, il faut, je pense, être dans les murs de ces gens-là. Il est très compliqué d'affirmer, de dire tiens, Logbit, c'est le FSB qui les tient. Tiens, voilà, c'est impossible. Enfin, au moins, en tout cas, à mon niveau, j'ai perdu un truc que j'ai dans la main. Je suis incapable de vous le dire. En tout cas, ce qui vient de s'afficher à l'écran, c'est l'une des attaques lancées par des pirates russes. Contre qui? Eh bien, contre leurs concurrents. C'est Anonymous russe qui attaque Anonymous ukrainien et vice-versa. Ça se met sur la tronche d'une manière assez radicale. Alors, tout ce petit monde utilise Cloudflare, par exemple. Tout ce petit monde peut utiliser aussi des outils génialissimes comme ceux d'OVH. OVH a un anti-DDoS vraiment très très bon. Voilà. Mais en tout cas, quand ils se lancent des DDoS, ça peut perturber des hébergeurs ailleurs. Mais eux, ils s'en foutent. Tant qu'ils se mettent sur la tronche, ça les amuse. Sauf qu'à partir de juin 2022, j'ai pu remarquer, et d'ailleurs je crois que c'est l'éditeur d'antivirus EZ qui en a parlé il y a quelques jours sur un magazine français, dans un public reportage que ce magazine français a diffusé, en expliquant que des pirates étaient morts pendant la guerre. Bon, ça je l'affirme, hein, parce que dès juin 2022, des groupes, des black markets, mais aussi des channels Telegram, ont été fermés ou ont stoppé. Pourquoi? Eh bien parce que des administrateurs, des modos, ont dit écoutez, notre boss a disparu.
Alors, on a des cas, clairement, de décès, là, c'est sûr. Mais après, le reste, on n'en sait rien. Ont-ils été recrutés? Ont-ils fui? Ont-ils décidé de faire table rase sur leur vie numérique, profitant de la guerre? En tout cas, à partir de juin 2002, il y a eu certains lieux et certains groupes de pirates informatiques qui ont soit totalement disparu, soit totalement évolué. Et un exemple très concret, souvenez-vous, je vous en ai parlé début septembre. Non, je crois même que je vous en ai parlé. Non, c'est début septembre. Eh bien, du patron de Killnet. Donc, Killnet, c'est pro-pirate russe. Ah, ben, lui, c'est Killmilk, hein, son nom. Hein. Il a disparu, il a démissionné. Il l'a annoncé tout de go. Je démissionne de Killnet. Voilà, j'ai créé ce groupe d'activistes. Il peut vivre sans moi. Ben voilà, chose homme, comme dirait l'autre. Il a disparu. Non, il est toujours là. En fait, Killmilk, bah, il était administrateur d'un black market, il travaille dans d'autres black markets, et ça s'est su. Ça s'est su d'une manière assez radicale, et je pense que ça a déplu à pas mal de gens. Donc il a laissé la main. Alors il a laissé la main, c'était pas top non plus, parce qu'il a laissé la main à quelqu'un qui, après un peu de social engineering et un peu d'osine, s'est avéré être l'un des membres de DarkSide, le groupe de ransomware. Tout va bien dans le meilleur des mondes, ok. Bah voilà, hein, tout ce petit monde se tape dessus. Ce qui est intéressant, au moins, c'est qu'on peut collecter beaucoup d'informations parce que les amis d'hier, comme je vous le disais tout à l'heure, adorent taper et balancer sur leurs ennemis d'aujourd'hui. Ces pirates informatiques, c'est qui, c'est quoi? On n'est clairement pas dans une cyberarmée comme on a pu la fantasmer ou comme on a pu nous la vendre depuis des siècles, avec des mecs en tenue, même si l'armée américaine a fêté dernièrement l'anniversaire de ses cybertroupes, hein, en plus avec des vidéos où les mecs chantent, etc., etc. Mais on se rend compte qu'en fait, la cyberarmée, comme on la vit là en ce moment, c'est surtout des petits mercenaires 2.0 qui sont de leur canapé, sont prêts à faire toutes les conneries possibles et imaginables. Alors, je viens de voir que mon Lucien 89 vient de tirer son chapeau. Donc, mon Lucien, hop, on dit au revoir à Mario. Et là, je vous mets quoi? Tabernacle de Calice. Ah, bah, c'est la casquette du Père Noël. Ça vient de la Finlande. Hop. Et je viens de voir à l'instant Electronic Brain qui vient de me tirer son chapeau. Donc, on dit au revoir à la Finlande et on dit coucou à une casquette dédiée au tennis. Et hop, je la mets sur ma tête et on dit au revoir et on continue. Là, ce que je vous montre là, c'est un exemple très concret. Alors, vous savez que Zataz ne raconte pas des conneries et ne parle pas dans le vent. C'est que du concret et que des faits. Un exemple très concret. Vous êtes ici sur le Telegram de Killnet qui, eh bien, a lu un jour un article de Zataz. Donc, ils lisent le français. En tout cas, quelqu'un leur a fourni. Et ils ont adoré mon article. À un point où je me suis retrouvé quand même avec 3 millions de lecteurs sur mon blog. Alors, je vais être très honnête avec vous, hein, ces 3 millions étaient sous forme de DDoS. Ça a duré 100 000 lecteurs et je n'ai pas pu profiter des 2 990 000 restants. Ça aurait pu être bien pour la publicité. Bah parce que tout est tombé. Hein. Autant dire que 3 millions de personnes qui débarquent en quelques minutes, ça pique. Mais là, on est clairement dans une ambiance d'adolescent. D'autant plus que Killnet, que fait-il? Mais c'est pareil pour les pirates ukrainiens. Hein. Et il n'y a pas que Killnet. Bah, ils vous mettent des URL, ils vous mettent des IP, et ils vous disent, allez-y, tapez, frappez, faites du bruit. En tout cas, soutenez-nous. Alors, on a eu des DDoS, on a eu du rançonnage, on a eu du vol de bases de données. Bref, on est clairement avec de la criminalité informatique qu'ils faisaient avant, qu'ils ont transformé plus ou moins en forme de nationalisme pour soutenir leur pays. C'est un peu comme tous ces pirates informatiques qui, une fois arrêtés, disent « Ah, mais non, moi, c'était pour la curiosité. » Ou « Non, moi, c'était pour aider. » Ou alors « Ah, bah non, moi, je suis Asperger, vous pouvez pas m'arrêter. » Etc. Etc. Un exemple très concret, c'est que ces pirates informatiques sont capables de tout. Souvenez-vous, Zataz, vous avez diffusé cette exclusivité. Killnet avait été tagué l'un des murs de l'OTAN, qui est quand même le pôle cyber de l'OTAN, hein, là, ce que vous voyez à l'écran. Et en bas à droite, eh bien, c'est ce qu'ils avaient tagué. Et je vous avais expliqué qu'en faisant un petit peu d'OSINT, on était capable de voir où ils avaient tagué ça. Donc c'était vraiment l'OTAN. Et surtout, on avait un élément qui était très intéressant, c'est qu'il y a des caméras partout. Donc je pense que repérer la personne qui a pu voler ce genre d'informations et surtout tagués, je pense que les autorités ont vu qu'ils étaient, d'autant plus qu'ils avaient besoin d'un escabeau, parce que mesurer la taille des murs, le mec faisait au moins 3 mètres. Alors je viens de voir comment Electronic Brain vient de me dire que Visco a tiré son chapeau. Je n'ai pas vu Visco et je m'en excuse. Donc nous venons de dire au revoir à je ne sais plus quelle casquette du tennis, et elle prend la place de la casquette de la Tabernacle de Calice, du hockey sur glace, le Canada les amours.
Nous sommes dans le frais. Et vous avez pu remarquer que j'ai plus de fièvre. C'est pas mal ça, hein, on est d'accord? Alors on continue avec nos pirates informatiques. Alors, est-ce que cette invasion russe en Ukraine a-t-elle fait bouger les lignes de pirates? Ben là, je vous montre 3 exemples qui me font dire que on a surtout affaire à des gens qui profitent de l'occasion. Et s'ils sont étatiques, il va falloir m'expliquer pourquoi Killnet diffuse quasiment tous les 3-4 jours sur les différents lieux où je peux les croiser, eh bien des adresses Ethereum, Bitcoin, pour faire quoi? Eh bien, ils demandent des dons. Donc nous aurions la première cyberarmée tenue par un État dont l'État ne verse pas d'argent. C'est déjà très intéressant. Ensuite, ils ont aussi lancé des NFT. Souvenez-vous, Zataz avait été... vous avez diffusé le scoop. Hein, quand j'avais vu ça, j'étais complètement fou. Ils ont créé 100 NFT pour toucher de l'argent. Et ils sont capables aussi de proposer des cyberattaques à n'importe qui. Donc, les étrangers basés en France, aux USA, au Canada, il leur a été proposé, par exemple, d'attaquer l'OTAN. Hein, vous voyez les captures écran que je vous mets là dans votre écran. Mais ils ont aussi, il y a 15 jours, et j'en parlais, vous retrouverez ça d'ailleurs dans les rediffs, ils ont voulu attaquer tous les commerçants russes, russophones, eh bien, faisant commerce aux États-Unis. Et ils ont attaqué des restaurateurs, des hôtels, etc., considérant que c'était des traîtres et qu'ils devaient payer leur impôt pour l'effort de guerre. Bref, comme vous pouvez le voir, on a affaire à vraiment de sacrés gens très particuliers qui sont manipulés par ceux que je vais vous montrer là maintenant. Xactnet, par exemple, qui est un jumeau de Killnet, c'est 36 000 membres qui semblent être actifs. Je vous explique pourquoi actifs, parce qu'ils parlent, ils mettent des cœurs, etc., des flammes, des gemmes, etc. Eux, ils ont attaqué l'une des plus grosses entreprises d'énergie en Ukraine, DTEK. Ils ont été suivis plus ou moins près par le groupe Black Cat. Eux, c'est du ransomware, où ils ont attaqué une énorme société italienne d'énergie en leur volant quand même plus de 700 gigas d'informations internes. On a un autre groupe qui s'appelle la Cyber Army of Witcher Rebirth, 1200 membres qui, eux, ont attaqué naftogaz.com. C'est du DDoS, hein, clairement du DDoS. Et là, comme vous pouvez le voir à droite, eh bien, c'est la capture écran qu'ils ont diffusée en expliquant « Allez les gars, on va leur taper dessus ». Il n'y a pas eu d'écho, mais ça montre que ces gens diffusent de l'information un peu n'importe comment. Pas tant que ça. Pourquoi? Parce que j'ai la preuve que l'un des participants de Naftogaz, eh bien, il vend des solutions DDoS. Le petit gars a fourni des IP en disant, ben voilà, on les attaque et si vous voulez, je vous propose ma solution. Utilisez-la. Donc, il a proposé 3-5 minutes de cyberattaque. Et bien sûr, si vous en vouliez plus, il fallait payer. Bref, tout ce petit monde, sous des apparences d'activistes avec un grand H, activistes cybermanifestants, en tout cas nationalistes purs et durs à ce niveau-là, c'est surtout de punaises d'opportunistes qui profitent de la guerre numérique pour continuer à se faire de l'argent. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'était mes contenus. Alors, on peut rajouter plein de choses. J'aurais pu mettre les white cards, les créations des cartes bancaires piratées. Pour moi, c'est un épiphénomène dans tout ce monde d'informatique. Cela, pour moi, comme vous avez pu le comprendre, hein, en tirant une ficelle, chacun a apporté malheureusement sa pierre à l'édifice de la malveillance. Donc voilà, je trouvais important de pouvoir faire un petit peu le tour sur ce sujet. Donc il y a certainement des choses que vous connaissez, que j'ai pu oublier, ou que je n'ai pas souhaité mettre, parce que ben voilà, ça permettait de faire un petit peu évoluer le sujet en faisant comprendre que tout ça bougeait, et que c'était souvent les mêmes, avec leurs informations, leurs données qu'ils avaient pu diffuser. Dans le temps, eh bien, ça a pu... transformer cet Internet comme nous le vivons aujourd'hui. Alors je regarde dans le chat, je demande dans le chat de remonter tout seul et je bois un petit coup. Parce que, j'ai ultra chaud, 2, la fièvre remonte et j'ai un mal de crâne. Les amis, carabiné. Alors, je descends. Cocaïne 974, je suis certain de t'avoir dit bonjour. En tout cas, je te remercie pour ton follow. Je viens de voir ça à l'instant. Il y a du monde, ils viennent en réunion. Ouh là là, François, jolie blague. Fanny, j'attends ta blague. C'est parce que c'est qualitat. Ah. Attention, il y a une différence entre pirate et hacker. Pas d'amalgame. Alors Xavier G, je vais être très honnête avec toi, j'en ai marre voilà, pas d'amalgame. Il y a pas de... Oh, merci Sben974 pour ton sub, ça fait drôlement plaisir. Merci ami de cette sublissime île de ton sub, ça me fait drôlement plaisir. Merci. Donc je réponds à mon Xavier. Alors tu as raison, on te parle de pirate et de hacker. Arrêtons de nous voiler la face. Un pirate est un
hacker malveillant. Parce que hacker veut dire pirate. Donc effectivement, s'il fallait jouer avec les mots, jouer au vieux con des années 80, ne mélangeons pas pirate et hacker. Effectivement, le pirate est celui qui va utiliser des techniques de hacking à des fins malveillantes. Et le hacker éthique va utiliser des techniques de pirate, donc de hacker malveillant, pour faire des choses bien. Bon voilà, c'est juste, mais tu as complètement raison, il est important aussi de rappeler ça. Manuel, je sais pas pourquoi. En tout cas, Irezumi, je te remercie pour ton follow, merci pour ton installation ici. Bienvenue dans la cyber-émission, l'émission de Zataz, c'est tous les soirs de 19h à 20h. Sauf ce soir, tu l'auras compris, parce que j'ai voulu vous proposer une conférence que j'ai fait pour le ministère de l'air et de l'espace, et donc pour le ministère de l'armée, de l'air et de l'espace. Et donc voilà, bah merci en tout cas, merci pour ton follow. Donc effectivement, Xavier, tu as aussi complètement raison. Et Fanny qui nous dit, il y a aussi les pires hackers. Oh là là, mais si vous commencez à voir mes vannes, on va pas s'en sortir, les amis. Je descends, je regarde, je vous rappelle, hein, tapez @atascom si ça me concernait directement, sinon je ne lis pas. Hein, ce qui est génial, c'est que vous avez beaucoup participé, vous avez beaucoup discuté entre vous, ça fait drôlement plaisir. Mon Samar, sans entrer dans les notions white hat et black hat, notamment un hacker cherche pour aider. Bah voilà, bah merci mon Samar, parfait. Tu es exact. Bah voilà, il a répondu, mon VIP adoré. D'autant plus qu'on aurait pu rajouter les gris. Enfin voilà. C'est comme les red team, les blue team, les gris. Ok, c'est beaucoup de vocabulaire. C'est pour ça que je préfère simplifier. On parle de choses sérieuses sans se prendre au sérieux et en simplifiant un peu parce qu'il y a un moment. Je pense que monsieur et madame Michu, sans être péjoratif, ils ont besoin d'avoir des informations claires et précises. Bref, si tu entends ton homme qui dit « Ouais, je suis un grand hacker » et qu'il a 16, 14, 15 ans, il faut quand même regarder au-dessus de son épaule pour essayer de se dire « Est-ce que mon grand hacker éthique n'est pas en train de se transformer en petit pirate de merde qui va finir avec les amis du petit déjeuner à 6h du matin parce qu'il a demandé à des adolescents de prendre en photo des cartes bancaires, comme on l'a vu dans les actualités sur Zataz, vous retrouvez dans la rediff, là sur YouTube. Alors, je descends. Veux-tu que Damien change de casquette? Alors, je vois que le griffon... oh, Jibouman, est-ce que je te dis bonjour? Est-ce que je te dis merci? Ben écoute, si je l'ai fait, tant mieux. Et si je ne l'ai pas fait, eh bien, je tiens à te remercier de nouveau. De ton follow. Jaws, bonjour Jaws. Jaws n'a pas dit bonjour, mais il parlait de virus en point VBS. Tout à fait, mon ami, tu as complètement raison. Tout à fait. Non, pas I love. Alors, je descends. Je ne vois pas @atascom. Alors, je vérifie aussi que je n'ai pas raté de follow, que je n'ai pas raté de... Et encore merci pour les bits ou d'abo, hein, de sub. C'est important aussi de vous remercier et de dire aussi bonjour à ceux qui ont dit bonjour et qui viennent d'arriver. Tu peux donner des fausses informations aussi, mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Donc, comme il n'y avait pas @atascom, je ne sais pas si c'était pour moi. Normalement, non, je ne donne pas l'information. En tout cas, fausse, j'essaye d'être en tout cas dans la vérification à 100%. Retors, que me dis-tu? Par rapport au côté étatique, quand on voit toutes les arrestations qu'il y a eu en Russie avant la guerre, je me pose depuis quelques questions sur leur implication actuelle. Tu as complètement raison. Bah, tu vois, je pense que je t'ai répondu pendant la conversation. Dans tous les cas, même si on va prendre l'exemple de Sodonikobi, ils ont été arrêtés par les autorités russes. Dans tous les cas, les autorités russes, quand ils les ont arrêtés, ils ont eu accès à quoi? À l'argent. Souvenez-vous de ces vidéos, hein, vous retrouvez ça dans les rediffs de Zataz, ces vidéos complètement folles des arrestations, où tu avais quand même des mecs, ils avaient des sommiers de billets, où ils ont retrouvé les autorités des lingots d'or, des lingots d'argent, de platine, argent liquide qui a pu servir, par exemple, à payer des mercenaires. Mais tous les fichiers, les dossiers qu'ils ont volés dans toutes les entreprises de la planète... On ne fera pas croire que les autorités, dont le FSB, ne les ont pas analysées pour s'en servir potentiellement à faire de l'OSINT, du social engineering, voire potentiellement à préparer des cyberattaques. Mais complètement, on peut se poser la question tout à fait. Comme pour les autorités occidentales ou ukrainiennes qui ont tapé sur des pirates russes. Souvenez-vous de ces pirates russes qui avaient été découverts dans des appartements qui avaient pour mission de perturber les télécommunications. Voilà, ce sont plein d'éléments. C'est la guerre, hein. Il n'y a aucune pitié. Samar, super idée en tout cas, l'histoire du hacking. Bah merci mon Samar. Comme je vous le disais, elle n'est pas complète, mais en tout cas ce sont les grands points et ça montre aussi c'était surtout ça le but, l'évolution de cette histoire du hacking, du piratage informatique qui est loin d'être négligeable. Moitzben 974, donc merci encore pour ton Prime, ça fait drôlement plaisir. Merci. Alors, énormément de salons Black Card sur Telegram. Oh, si tu savais, il n'y a pas que là, malheureusement. Manuel, alors je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de t'appeler Manuel. Non, Manuel, tout simplement. Merci pour ton follow. Décidément, je suis un idiot, mais ça me fait marrer. Hein. Ça, bonjour le micro. Je vais mettre ça sur le dos de la température. J'ai un mal de crâne, les amis, je ne vous raconte pas.
J'espère que c'est pas la Covid, mais en tout cas, vu la température que j'ai, je pense plutôt que c'est une grippe saisonnière, qui est tout à fait normale. Donc, Samar, qu'est-ce que tu me disais, mon copain? Et du coup, pour le sondage non officiel, 100% des votants ont tenté leur chance. Du coup, on voudrait voir les magazines pour lesquels tu as travaillé. Ok, bah, je vous prépare ça. Pour demain. Écoutez, vu que j'ai tout rangé, je devrais pouvoir vous retrouver ça sans aucun problème. 59 Boulby, les 6 chapeaux, lol. Electronic Wayne, qu'est-ce que tu me dis, mon copain? On est obligé de préciser hacker éthique quand on travaille dans la cybersécurité. Oui, complètement. Aujourd'hui, moi, c'est un terme que j'utilise, qu'on le veuille ou non, quand tu parles de hacker, là, d'entrée de jeu. D'ailleurs, dans l'historique que je vous ai montré tout à l'heure, j'aurais pu parler des premiers films dédiés aux hackers, comme le film Hacker, d'ailleurs, hein, souvenez-vous, Joshua, l'ordinateur, justement, de l'armée américaine, qui, après l'intervention d'un jeune adolescent qui pensait jouer... Oh, Electronic Wayne, merci pour tes 100 bits. Bah, décidément, tu me gâtes. Un énorme merci. Des bisous sur ton front. Comme je vous le disais, oh, ben mon 59 Bulby aussi qui vient de me tirer son chapeau. Eh, vous êtes dur, attendez, j'arrive pas à tout suivre. Donc, je vous disais, dans l'historique du hacking, j'aurais pu vous parler du film donc Hacker. Hein, cet adolescent qui joue avec Joshua, l'ordinateur qui pense jouer aux échecs et en fait est en train de lancer une cyberguerre, sauf que l'ordinateur sait qu'il joue, sauf les militaires qui sont derrière et il pense être attaqué déjà par les Russes, etc. etc. Je descends, super belle calotte. Go, abs, go. 59 Boulby, on parlait d'arnaque par téléphone, donc de donner de mauvaises infos aux arnaqueurs. Tout à fait, mon 59 Boulby. Oui, j'avais bien compris ce que tu me disais tout à l'heure. Bien sûr, merci. Quand passer chez Choche, il y a aussi des bots, mais ça sert à quoi les bots russes qui propagent de la désinformation, je crois? Ben, désinformer, écoute, c'est simple. Hein, quand tu regardes sur certains réseaux, je sais pas moi, TikTok, Twitter et autres, un bot va permettre de diffuser un message. Si ton bot communique avec 1000 autres bots et que ces gens, automatisant des j'aime, des repartages, les algorithmes de Twitter, Facebook et compagnie, il y a du monde, donc je mets en avant l'information pour qu'elle soit vue pour un maximum de personnes. Et donc du coup, si tu as 1000 bots qui arrivent à impacter 100 000 ou 1 million de vues, de vrais humains, peut-être que dans ces 100 000 ou millions de vrais humains, bah rien que 10% repartage, bah c'est la merde. Donc c'est pour ça que la diffusion de fake news, qu'elle soit économique, publicitaire, politique ou autre, compliqué, très compliqué. Je descends, merci pour tes réponses et ton investissement, ça fait des années que je te suis, tu es un mec super. C'est très gentil, Rotor, ça fait... Je peux pas plus rougir vu comment je suis malade comme un clébard, mais c'est très gentil en tout cas, ça me fait drôlement plaisir. Un bot avec des bons filtres, ouais, c'est exactement ça. Les amis, en tout cas, je vous remercie d'avoir encore été aussi nombreux ce soir avec 1h44 d'émission, alors que la cyber-émission ne dure normalement qu'une heure de 19h à 20h, mais vous l'aurez compris, ce soir, je voulais vous gâter et c'était parler d'une conférence que j'ai pu vous donner. Si vous pouvez en profiter, eh bien, tant mieux. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à demain, 19h, 20h sur Twitch. Et en attendant, eh bien, vous faites des bisous à Bubule 1, Bubule, Bubule 3, Bubule 4. Le mec, il va prendre un suppo, il va aller au lit, il en peut plus. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous 2.0 Bluetooth. Au moins, je suis sûr que vous n'attraperez pas de maladie. Et je vous dis à demain, 19h. Ciao, ciao.